Amis peintres et stratèges, bonjour à vous Salut! et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Farhammer, la première vidéo qu'on tourne depuis l'heureux événement, la naissance de notre toute petite fille qui est arrivée le 2 septembre, le jour de la rentrée scolaire en maternelle, de notre autre plus grand garçon maintenant qui découvre les joies de l'école. Et voilà, pas mal de petits changements qui forcément nous ont bien occupés, nous ont un peu éloignés de YouTube, nous ont un peu fatigués la nuit, ce genre de choses. Mais ça se passe très bien, on est très contents. Tout s'est bien passé, l'accouchement, tout ça, le bébé va bien, je vais bien. Exactement. Toute la famille va bien. C'est ça, un bon bébé, un bon gros bébé, un macrosome comme ils disent dans le milieu, donc un titan bébé. Voilà, c'est ça. Dans les plus de 90% taille, poids, tout ça. Bébé qui met du 6 mois au bout de 3 semaines, tout ça, normal. Comme on l'avait raconté lors de notre précédent petit speech qu'on avait sorti au mois dernier, oui c'est ça, ça m'a l'air si loin avec tout ce qui s'est passé, eh bien on va profiter de cette vidéo pour discuter un peu avec vous et notamment parler de quelque chose qui semblait vous intéresser, sur lequel on a régulièrement eu des questions, des commentaires et des MP, à savoir qu'est-ce qu'on fait lors de nos petits tournois ou événements où on joue avec notre famille, nos amis, nos proches, puisqu'on en fait en fait de manière assez régulière, l'air de rien. Dans cette vidéo, du coup, on va revenir sur tous les types d'un petit peu de tournois, format jeu égal qu'on a testé avec nos amis, pour arriver à la mouture actuelle. Et dans un second temps aussi parler de ce plus narratif, parce qu'on fait en fait des deux. Là sur la chaîne, nous, vous avez l'habitude qu'on montre que du 500 points jeu égal et de temps en temps un petit peu de 1000 points. On a même montré un 2v2 il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cool. Un 2v2 en 500 par joueur. Mais nous, en réalité, on joue aussi à d'autres formats de jeu de manière assez régulière. Et ce sera l'occasion, dans une deuxième partie de la vidéo, de parler aussi de ce jeu moins jeu égal, qui n'est pas du coup du saut capitulaire et ce genre de choses nécessairement. On a quand même tous les deux une préférence pour le jeu égal. C'est ce qu'on joue très très largement le plus. La grande majorité de nos parties, c'est ça. Mais on est très content de temps en temps de pouvoir faire de la croisade ou autre, ou jouer avec quelques règles maison avec des amis et de la famille près de Noël ou va savoir quoi pour marquer le coup. C'est toujours sympa, bien évidemment que c'est rigolo. C'est que tout le monde est d'accord sur les règles. Pourquoi se priver? Alors, historiquement, pour ceux qui suivent la chaîne du coup depuis un moment, on avait commencé la chaîne en France quand on était en coloc, avec des amis, un peu de famille, etc. C'était 3 fois rien, voilà, on filmait des petites parties, toutes nos figurines n'étaient pas peintes, c'était un petit truc un peu amical, plus pour avoir un souvenir de nos parties nous-mêmes et pouvoir expliquer comment on jouait, c'était déjà un peu didactique à l'époque, on y avait déjà ça dans la chaîne, plus pour pouvoir montrer comment jouer à nos amis et nos proches, et pas encore à des inconnus sur internet. Le tout début de Farhammer, du coup là c'était en V8, l'édition 8 de Warhammer 40 000. Oui. Puis on a fait le passage à la V9, et c'est là qu'on a commencé à faire un peu plus d'événements. C'est vrai. Alors vous vous demandez peut-être, mais comment on faisait, sachant que nous, on habitait aux États-Unis? Oui, c'est exact. Là, on est revenu en France actuellement, mais pendant un peu plus de 2 ans, on était à Boston, aux États-Unis, pour le boulot d'Amélie. Et du coup, c'est là où on a vraiment lancé la chaîne, c'est quand on était là-bas, en fait. On jouait quand même, mais pas avec des joueurs du coin, parce que Covid et tout ça, c'était compliqué. Ouais, Covid, et puis on est une chaîne francophone aussi, donc... Mais on jouait quand même avec nos amis restés en France, et oui. Grâce à un utilitaire en ligne qui s'appelle Tabletop Simulator. Tout à fait, abrégé TTS par les connaisseurs. C'est un petit truc qui sert du coup à simuler des jeux de plateau, des jeux de pions, pouvoir jouer aux échecs, aux billes, aux dominos, à des jeux de société, aux cartes, à tout ce que vous voulez. Et indirectement, vu qu'il y a un outil qui sert à lancer des dés et à faire des mesures, si vous ramenez des pions qui ressemblent à des figurines et vous faites une table avec des décors, vous pouvez jouer aux figurines. Il n'y a rien qui est scripté, donc c'est pas comme un jeu vidéo où voilà, vous cliquez et vos bonhommes s'avancent. Il faut vraiment tout faire comme en vrai, sauf qu'il y a une interface numérique, mais ça permet de simuler des parties. Il y a beaucoup de gens qui font des tournois, qui sont très jeux compétitifs, jeux égal, etc., qui eux l'utilisent pour juste s'entraîner énormément, pouvoir faire les bons mouvements, apprendre les règles. Nous, c'est pas trop notre optique, on y joue pour garder le contact. On utilise cet outil, et on utilisait beaucoup plus encore à l'époque, bien sûr, l'intermédiaire de cette plateforme en ligne pour garder le contact avec tous nos amis et notre famille qui étaient sur un autre continent. En plus, avec le Covid, on n'a pas eu le droit finalement de partir en avion et de revenir. Donc pendant toutes ces années, on a vraiment été entièrement coupé de nos familles. On n'a pas eu l'occasion de rentrer.
Donc on était très très heureux d'avoir ce remplacement. Bien sûr, nous, entre nous, on jouait en vrai aux figurines, on était à fond. Mais ça a aussi l'avantage que ça nous a permis de tester des nouvelles figurines, des nouvelles armées qu'on n'avait pas en vrai avant de faire les achats. C'est très vrai. Pour un peu tester et se rendre compte est-ce que ça nous intéressait ou pas. Ouais, tout à fait, exact. Et du coup, parmi ces fameux petits événements et choses qu'on organise, on a à peu près toujours le même groupe de joueurs, qui sont nos familles et proches avant que la chaîne existe, avec qui on est resté en contact. Donc il y a un peu plus d'une dizaine, il y a entre 10 et 15 personnes globalement, qui sont jamais tous dispo selon les horaires, les aléas de la vie, le travail et ainsi de suite. Mais voilà, on a un groupe, un noyau un peu dur de joueurs. Qui sont du côté du Grand Est, Lorraine, Bourgogne, Luxembourg, tout ça, voilà. Belgique, voilà. Ouais, on a un peu de tout maintenant, exact. Forcément, avec le parcours de vie, les gens sont déménagés à droite à gauche, donc ouais. Et du coup, eh bien, on a commencé à jouer avec ces gens-là à distance et on s'est dit, ah, mais pourquoi pas organiser qu'on fait des parties un peu en même temps, qu'elles se suivent et ainsi de suite. Oh, j'entends bébé. Si jamais vous entendez un peu bébé, tout va bien, il est avec sa maman. Exactement. Elle est avec sa maman. Oh. Du coup, petite diversion. Oui, du coup, ça a commencé tout au début, si je dis pas de bêtises, c'est un de nos amis qui a lancé un des premiers événements, c'était Bot, de son surnom, qui lui a voulu faire un genre de tournoi, parce qu'il participait souvent à des tournois de jeux vidéo, lui, et c'était un truc un peu par élimination, façon truc sportif. C'était un tournoi de mémoire 500 points, tout de même, qui se passait du coup à l'époque en V8 et où à chaque fois qu'on affrontait quelqu'un, on allait ensuite affronter quelqu'un qui avait gagné contre un autre joueur et les gens avaient plus ou moins... Il y avait un winner bracket et un loser bracket, donc chaque joueur pouvait perdre jusqu'à... 2 ou 3 fois. Deux fois avant d'être éliminé. C'est ça, 2 fois avant d'être éliminé. Une défaite, ça va, 2 défaites, on était sortis du tournoi. Exactement, donc ça c'était un des premiers événements plutôt basiques, de juste, il y a des parties de jeu égales, il n'y avait pas énormément de modifications par rapport à jouer avec le bouquin. Et c'était sympa, je trouve ça dommage que si tu perdais, tu ne jouais plus. C'est le cas en fait des tournois classiques, souvent c'est souvent le cas que les gens qui gagnent font plus de parties. Mais ça nous a quand même appris que il peut y avoir plein de nos amis qui viennent en même temps, ça crée des souvenirs, il y a de l'émulation, il y a un bon moment, c'est chouette. Fort de cette expérience, ensuite, on en a fait d'autres. On va rester pour l'instant... Même si chronologiquement on a fait de la croisade du jeu égal, là on va essayer d'aborder à peu près que le jeu égal. Oui. Et en fin de vidéo on va parler des trucs bizarres de la croisade. Comme autre petit truc qui s'apparenterait du coup à des événements surprenants, plus que juste à des tournois qui ont été joués en jeu égal, Arthur, un des membres fondateurs de la chaîne, mon frère, qu'on voit rarement de l'autre côté de la caméra, parce que il n'est pas tellement disponible et en plus de ça, il est à 9 heures de route d'ici. Mais lui, il continue d'organiser des événements en vrai là où il habite. Vu qu'il y a notre famille là-bas, on va y participer. Et notamment, par exemple, il n'y a pas longtemps, le Mechanicus, la Lepus Mechanicus, était une des armées qui était connue pour avoir le pourcentage de victoire en compétition le plus bas. Et Arthur aime bien les défis, il aime bien quand c'est dur, que c'est assez improbable, et il a inventé un truc rigolo qui était, tous les gens qui veulent participer, je vous propose que vous faites une liste 500 points Mechanicus. Et une liste 500 points faite pour battre du Mechanicus. Exactement, et vous allez jouer à tour de rôle l'une et l'autre contre tous les autres joueurs qui ont fait la même chose. Et le participant qui aura eu le plus de victoires malgré tout avec sa liste Mechanicus, puisque c'était le principe du mode Mechanicus un peu à thème, il a remporté la médaille d'honneur de ce petit événement. Et tous les autres joueurs qui ont participé, le prix pour participer, c'était d'acheter au moins une figurine Mechanicus. Et celui qui remportait du coup gagnait l'intégralité des figurines. Donc ça c'était sympa. C'est Josh qui a gagné. Ouais. Maintenant on attend la peinture. Oh là D'ici il avait 11 V12, il y aura du Mechanicus de peint. Mais effectivement, je dois avoir de quoi faire 500 points, notamment grâce à Nathan, qui lui, au lieu d'offrir une boîte, à faire une boîte de patrouille, comme on n'était pas nombreux à participer, ça a aidé à constituer une armée. Donc à l'occasion, c'est certain qu'on verra du Mechanicus sur Farhammer dans longtemps, quand ce sera pas. Comme autre petit événement, pas tournoi, qui va bientôt démarrer.
là, il va y avoir autre chose encore proposé par Arthur. Mais oui. À 500 points. Tout à fait, qui vient d'une longue discussion. Moi, j'ai souvent eu l'amour dans Warhammer 40 000 de l'idée du conflit entre les factions. Le fait de dire, voilà, là il y a les orques, là il y a le chaos, et l'Imperium, et les Aeldari qui affrontent je ne sais quoi. Et souvent, quand il y a des matchs miroirs avec des codex de la même faction, donc pas les sous-factions, mais vraiment les factions chaos, Imperium, et nous on aime bien quand on fait ce genre de petit event, et notamment, on va s'en rendre compte beaucoup du côté narratif, forcément ça s'y prête un peu plus. On aime bien dire que voilà, les joueurs Imperium sont un peu ensemble, ou que sais-je. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, il n'y aura que 8 participants, pour une fois. C'est les 8 premiers qui se manifestent. Un pour chacune des macro-factions de l'univers. Exactement. Donc, Imperium, Chaos, Tyrannide, Aeldari, Necron, Orc, Tau, Votann. Voilà les 8. C'est ça, c'est les 8 actuels qui existent. Du coup, vous verrouillez, entre guillemets, premier arrivé, premier servi. Et vous devrez jouer le seigneur de cette faction. Voilà, vous allez représenter dans une guerre galactique qu'on imagine cette faction, et vous allez affronter les autres. Et c'est un petit système rigolo. Si jamais vous perdez contre quelqu'un, vous devenez son vassal et vous êtes obligé de jouer sa macro-faction par la suite. C'est ça. Donc par exemple, l'Imperium gagne contre les Tau, et le joueur Tau laisse tomber sa liste, fait une autre armée Imperium. Exactement, en milieu d'événement, il crée de toutes pièces, alors qu'il connaît un peu les listes des autres joueurs, qui eux ont une même liste tout du long, bien sûr, du pseudo-tournoi. Il crée une liste Imperium où il peut jouer n'importe quoi de l'Imperium. Peut-être le joueur qu'il a battu, il jouait des Sororitas, lui il joue des Space Marines, ou il prend des Custodes, ou la garde impériale. Donc ça permet un peu de flexibilité sur certaines macro-factions plus fournies, c'est rigolo. Et encore le principe... une fois, c'est quelque chose qui se fait en ligne sur Tabletop Simulator, donc c'est pas grave si je perds contre le joueur Necron et que moi j'ai pas de figurine Necron, je pourrais trouver des modèles 3D et quand même improviser quelque chose. C'est vrai qu'en vrai, ce serait pas faisable, il faudrait que tous les joueurs aient toutes les armées, ce serait un peu compliqué. Mais il y a des parties qui se font en vrai, si jamais les deux joueurs ont les armées et qu'ils veulent. C'est juste que le numérique est possible et va aider. On va sans doute jouer en vrai, jusqu'à ce que l'un de nous deux perde, et puis après, voilà. C'est ça. Donc voilà, petit truc original un peu sympa aussi, qui est rigolo. Et pareil, je crois qu'il aime bien mettre des prix, Arthur. Il aime bien qu'il y ait une récompense, qu'il y ait un petit machin. Et lui, je crois qu'il a dit que la macro-faction qui gagnerait, donc supposons le chaos a vaincu, j'espère parce que j'ai pris KO, et bien tous les joueurs qui sont KO à la fin, donc soit parce que c'était le joueur KO du début, soit parce qu'ils se sont fait contaminer mais qu'ils ont gagné comme ça, eh bien ils vont recevoir une figurine KO. Puisque si jamais on perd une fois, on devient vassal de la personne qui nous a battus, et si on perd alors qu'on est déjà vassal, on est éliminé. On ne peut plus jouer de ce petit événement-là. Donc voilà, donc ça c'est un autre truc encore différent, un peu original. Généralement, comme vous pouvez le voir, il y a à chaque fois des idées un peu farfelues, un peu étranges, et c'est des choses qu'on fait qu'une seule fois. Le truc Mechanicus, on ne le refera plus jamais, et ainsi de suite. Nous, on a en plus de ça, un petit format que nous deux on organise, qui est cyclique, qu'on propose à chaque fois qu'il y a un patch de jeu, à chaque fois qu'il y a une tablette d'équilibrage, une data slate. Exactement. À chaque fois qu'il y a un vrai changement sur les règles, le système de règles de Warhammer 40 000. Il bidouille un peu l'équilibrage, en plus les points de toutes les armées et tout ça en même temps. Nous, on en profite et on dit à toujours notre même groupe d'amis et de famille, on dit « Hey, ça y est, il y a du neuf dans le jeu, c'est parti, on va se faire quelque chose ». Et on prévoit toujours un week-end où on fait une partie le vendredi, une partie le samedi, une partie le dimanche. Donc il n'y a que 3 parties, donc c'est un petit tournoi pas très long. Tout le monde joue 3 parties, peu importe si on perd ou si on gagne. À la manière un petit peu d'une montée-descente de table de sport, les joueurs qui gagnent vont affronter des joueurs qui ont déjà fait au moins une victoire, puis 2 victoires comme eux. Et pareil, si jamais on perd, on joue contre des gens qui ont perdu. Ce qui fait que durant ce petit laps de temps de 3 parties, les joueurs avec des listes d'un niveau similaire s'orientent les uns vers les autres pour continuer d'avoir des parties excitantes et de plus en plus dures, ou de plus en plus faciles du coup. Donc ça c'est un peu sympa, ça permet de niveler un petit peu le jeu. Et le principe, c'est qu'on fait effectivement du jeu normal, 500, enfin normal, c'est rien de normal, mais du jeu égal, standard 500 points, un peu comme on peut le voir sur la chaîne, mais on a rajouté tout un petit corpus un peu plus carré avec des petites limites un peu tournois qui font que les listes ont plein de petites conditions supplémentaires à remplir. Donc c'est plus contraignant, ça fait que les listes vont un peu moins dans tous les sens. Nous sur la chaîne, comme on l'a déjà évoqué, on a pris le parti pris de faire quelque chose de très simple, où les gens peuvent jouer presque toutes les figurines qui sont dans leur collection.
et notamment qui ressemble le plus possible aux jeux en 1000 ou en 2000. Donc on a simplement décliné le nombre de fiches techniques, c'est la seule règle qu'on a modifiée pour pas que quelqu'un en 500 points ne joue que 3 fois la même unité. Et voilà, clairement l'équilibrage du jeu n'est pas prévu comme ça, mais à part ça, on a tout laissé pareil. Or là, pour ces petits événements qu'on appelle les défis, on leur donne les noms du jeu égal, donc le dernier c'était défi Nexus Paria, avant il y avait le défi Léviathan, etc. Ces petits défis qu'on fait, on rajoute à chaque fois quelques petits critères que je pense que je vais probablement faire apparaître à l'écran, qui permettent, selon nous, d'avoir des parties équitables. Puisque le but de cet événement, c'est pas juste de s'amuser, sortir des belles figurines et faire une petite bataille. Qu'est-ce que nous on fait sur la chaîne? Clairement, on se fait plaisir. Là, on est avec des joueurs qui savent très bien jouer, qui jouent beaucoup par ailleurs, certains qui font justement des tournois en 1000 ou en 2000 points très régulièrement. Et du coup, on a des joueurs un peu optimisateurs, un peu du jeu dur, soi-disant, comme on entend dire ailleurs. Et de façon à ce qu'ils puissent continuer de jouer avec notre famille, parce que notre groupe est, je pense, à 75% constitué de gens qui ne jouent quasiment que lors de ces événements-là, qui jouent que avec nous. Et quelques-uns qui font des tournois. Voilà, il y en a quelques-uns, et eux, c'est tout l'inverse, ils jouent tout le temps, ils font plein de tournois, et ils adorent jouer ensemble, mais ils n'ont pas du tout la même façon de concevoir leur liste et de faire des figurines. Donc on essaye de concilier un petit peu tout ça en faisant que ça aille bien. En 500 points, qu'est-ce qui peut être trop fort, entre guillemets, ou un petit peu déséquilibré? C'est ce qu'entre nous, on aime bien appeler les listes Godzilla, les listes avec un gros monstre qui fait tous les points, par exemple. Ou une énorme unité. Ou alors une énorme unité avec une troupe avec plein de bonhommes, doublé, plusieurs meneurs à l'intérieur, et ensuite on met tous les stratagèmes, toutes les optimisations dessus, et voilà. Forcément, si vous avez une seule menace, elle est très difficile à tuer et à éliminer. Et avec le système de stratagèmes et de bonus et les chefs qui rendent l'unité qu'ils ont menée plus forte, si vous concentrez tout au même endroit, ça fait une espèce de super combo, une espèce d'étoile de la mort ingérable. Et en 500 points, c'est très particulier. Si vous avez quelqu'un qui a une liste avec lui plein de petites unités un peu jolies qui font toutes sortes de choses, bon, il va essayer de gagner au score en étant partout sur la carte, mais il y a de fortes chances que le capital de points et de bonus qui est concentré, lui, il soit ingérable et il avance comme un rouleau compresseur. Comme la dimension de carte est petite, en 2000 points, si vous investissez trop à un endroit de la table, ça ne vous fait pas gagner toute la bataille. En 500 points, où la carte est nettement plus réduite, et ben du coup, ça peut gagner. Vous avez le temps, durant les 5 tours, de tuer un peu tout et ensuite de capturer le score. Du coup, ça, c'est un des dangers qui fait facilement des parties déséquilibrées en 500 points. Et pour éviter que assez vite tout le monde joue ça, on a mis des limites. Tout à fait. Quelles sont du coup les quelques mesures qu'on a prises, que je vais afficher ici, et que si vous jouez en 500 points et vous trouvez justement que c'est un problème dans le jeu, ou vous voulez proposer des règles un peu plus carrées, un peu plus strictes pour faire vos listes, on vous suggère de les prendre. La première, c'est que une unité ne peut pas faire plus de la moitié de vos points. Donc ça paraît bien. Pas comme plus de 250 points. Voilà, comme on joue en 500 points, maximum qu'une seule unité peut avoir, c'est 250. Ce qui peut arriver assez vite sur des unités élites, si vous avez des super terminators de je sais pas quoi et que vous voulez, au lieu qu'il soit 5, faire qu'il soit 10, d'un seul coup, ça peut très vite remplir les points. Et cette limite de points, ça comprend le fait que vous attachiez ensuite, plus tard, avant que la partie commence, des meneurs dedans. Pour pareil, éviter le côté, j'ai des guerriers nécrons, et j'ai un chef, et j'ai un technomancien, et j'ai des cryptocères, et patati patata, et et vous vous retrouvez avec 400 points d'armée sur une seule unité. Alors qu'en fait, c'était 3 ou 4 unités avant. Non, les 250 points, ça calme ça. Et bien sûr, ça empêche de poser un chevalier impérial qui vaut 480 points au milieu de la table, qui va tuer tout le monde et qu'il n'y a aucun moyen de gérer le problème. Pareil, ça règle un petit peu le souci. Supplémentairement à ça, on a rajouté quelque chose qu'on aimait bien, qui existait dans les 500 points en V8, en V9 et dans tous les 500 points qui ont existé avant, qui étaient officiels un jour. On impose qu'il y ait une unité avec le mot-clé ligne dans chaque liste d'armées. Tout à fait. C'est-à-dire une petite troupe, les petits bonhommes de base qui représentent la faction. Exactement. Il faut qu'il y en ait pour que la liste soit valide pour le tournoi. C'est ça. C'est une contrainte sur certaines armées où ils ont plein de choix de lignes, c'est facile de faire un bon choix. Et il y a aussi des armées qui coûtent peu de points où si vous jouez garde impériale, tyrannide, je sais pas quoi, vous trouverez quelque chose qui coûte pas cher pour payer un peu cette condition à remplir. Et coucou bébé.
Et il y a d'autres armées sur lesquelles ça va coûter énormément des points. Si vous jouez Custodes, par exemple, comme moi ça m'arrive régulièrement, et forcément, votre troupe Custodes, ça remplit déjà presque tous vos points. Donc ça peut être un peu plus compliqué sur certaines armées par rapport à d'autres. Mais ça permet même de jouer Chaos Knight, par exemple. Je sais ils peuvent jouer, parce que leur unité, si vous prenez les petits War Dogs, voilà, les petits marcheurs, eux, ils coûtent moins de la moitié des points. Ils en ont qui sont en ligne, ils en ont qui sont personnages. Donc vous avez toujours votre seigneur de guerre, vous avez une ligne. Donc ça permet quand même de jouer même les Chaos Knight ou les Custodes dans ce format, ce qui est un peu rassurant, même si forcément leurs choix de liste sont restreints. Et supplémentairement à ça, on a aussi fait en sorte que dans ce petit événement, que toutes les règles d'alliance et ce genre de choses qui étaient déjà masquées sur les capitales de points sont utilisables mais divisées par deux. Par exemple, tout le monde peut avoir quelques agents impériaux si on est une armée impériale. Les unités de la faction du chaos peuvent avoir quelques démons dans leur armée, mais toutes ces règles-là, elles sont écrites et conçues pour le 2000 ou le 1000 points. C'est marqué, ça va être généralement 90% du temps, c'est 25% de son armée, presque toujours c'est ça. Et pareil, on a mis une petite règle qui dit vous pouvez toujours amener des alliés, il n'y a aucun problème, mais du coup ça devient 25% de 500 points. Voilà, c'est assez logique et de toute façon, à l'amiable, on le faisait déjà à chaque fois, mais ça peut être un truc sympa. Nous, comme on aime bien jouer avec toutes nos figurines et qu'on a une collection avec des figurines diverses et variées, on autorise dans nos petits événements sympathiques de jouer des figurines légendes. C'est un choix. Figurines légendes, qu'est-ce que c'est? C'est des vieilles figurines qui ont eu des règles, mais qui ne sont pas dans les codex, par exemple, qui venaient de Forge World ou d'ailleurs avant, et qui continuent d'avoir à chaque édition des règles qui sont mises à jour, mais leurs points ne sont pas modifiés par les balances équilibrage, etc., qui sortent régulièrement. Mais on aime bien. Nous, notre but, c'est avant tout de jouer avec nos amis, avec nos figurines, et ça permet d'avoir des petites fortifications, des trucs improbables, des unités un peu méconnues. Donc nous, c'est un choix, mais avec nos amis, comme on a beaucoup d'amis qui ont des figurines comme ça, on aime qu'ils puissent jouer avec. Si vous voulez juste avoir un truc équilibré à 100% et que vous n'êtes pas là pour vous amuser, mais avoir un challenge avec l'argent que vous misez, ou je sais pas quel truc bizarre, ça peut sans doute être une bonne idée de les enlever. Nous, on aime beaucoup jouer avec parce que, simplement, on a plus de choix, on peut jouer nos jolis bonhommes, c'est avant tout un jeu. Donc on les met dedans, mais ça peut être quelque chose qui peut peut-être perturber très légèrement l'équilibre du jeu, on en a conscience. En parlant de gagnants et de prix, qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne ce tournoi, à part la gloire, le plaisir, oui, tout à fait. Eh bien, lors du premier défi de ce genre qu'on a fait, d'abord, on a essayé de faire une petite coupe que j'ai ramenée à la maison. Tout à fait, c'est toi qui avait gagné à l'époque en Sororitas. On s'était mis avec Arthur qui lui a une imprimante 3D, s'est bidouillé, était graphiste un jour dans sa vie professionnellement avant de se reconvertir et tout. Et du coup, il nous a fait une magnifique coupe qui ressemble à un drop pod impérial. Au niveau du sommet de la coupe, il y a un joli manche et c'est marqué Adepta Sororitas, Amélie ou je ne sais quoi, pour montrer que tu avais gagné le premier prix. On était très contents de ça, c'était fort sympa. D'ailleurs, quand on va parler en fin de vidéo des modes de jeu, croisade des narratifs, il y a encore une autre coupe aussi et des trucs sympas à montrer. Mais moi qui étais un peu organisateur de l'événement, je m'étais dit le but c'est que je voudrais vraiment encourager tout le monde, que tout le monde ait un petit souvenir, un petit truc, un petit goodies à la maison et que ce soit pas quelque chose qui nous coûte un bras non plus à produire. Du boulot à imprimer la coupe et tout, ouais. Et ce qu'on utilise maintenant, c'est un petit système de haut fait, un peu à la manière d'un jeu vidéo ou d'une participation sportive, où notamment vous gagnez une petite carte commémorative qu'on fait imprimer par justement une boîte professionnelle, avec une jolie illustration où je mets nominativement le nom du joueur, la date, le nombre de participants qu'il y a eu à cette époque-là, et ainsi de suite. Et ça nous a permis de créer une récompense podium. Le premier, il a une jolie carte avec une petite coupe dorée, et le deuxième, il a quelque chose en argent, le troisième en bronze, tout ça c'est du classique. Et ensuite, on a décliné d'autres petits hauts faits, par exemple, le premier, le gagnant de chacune des macro-factions. Exactement, le champion, le meilleur joueur Imperium, le meilleur joueur Orc, etc. Voilà. On a rajouté aussi des petits hauts faits. À chaque fois qu'on fait un événement,
les gens qui participent votent pour quelle est l'armée la plus belle armée peinte. Ben voilà, il y a une petite carte qui dit c'est vous qui avez l'armée la plus jolie. Et voilà, on a inventé des petits trucs comme ça à droite à gauche. Il y en a un petit panel. Il y en a quelques-uns qui dépendent de ce que vous avez fait en jeu. Par exemple, est-ce que vous avez réussi à faire vos 3 parties et faire que votre seigneur de guerre survive à chacune d'entre elles? Exactement. Ça vaut un petit haut fait. Ou est-ce que vous avez réussi à gagner une partie alors que vous n'aviez plus aucune figurine vivante sur la table? Voilà, pareil, à chaque fois on a inventé un petit nom fluff qui correspond à l'univers, j'ai mis une petite image. Et du coup, à chaque fois qu'on fait ces événements-là, je modifie ces cartes et je les réimprime et les gens les gagnent et comme ça ils ont un souvenir un peu sympa de ce qu'ils ont fait. C'est cool, ça encourage un petit peu à donner le meilleur de soi-même et pas juste dire « Ah bah j'étais pas premier, j'ai rien gagné », voilà, c'est cool. Aussi, comme le but de ces tournois, c'est quand même que tous ceux qui veulent puissent participer. On a dit c'est 3 parties, vendredi, samedi, dimanche soir. Ouais. Mais ça peut arriver que voilà, on est plusieurs avec des enfants, qu'on ait du mal à jouer les 3 parties, qu'on ait des empêchements. Des gens qui bossent de nuit, des gens qui bossent le week-end. C'est possible aussi de ne pas jouer toutes les parties et d'en jouer que 1 ou 2 sur 3 par exemple. Tout à fait. Voilà. Auquel cas, on a peu de chances d'avoir le podium, oui. Mais on peut participer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait régulièrement avec nos amis. Et généralement, comme la plupart de ces parties sont faites en ligne, on s'amuse aussi sur Tabletop Simulator en prenant pas mal de temps à créer une carte de toutes pièces, en posant des bouts de décor et en faisant des trucs un peu jolis avec un effet de neige, un tapis herbeux, un machin avec de l'eau, un truc voilà. Peut-être quelques images pour montrer ça. Peut-être. C'est toujours moins beau que des figurines en vrai, bien évidemment, mais on a des tables, on continue comme sur la chaîne, même dans nos tournois à jeu égal, de faire des terrains qui sont beaux et qui sont pas du tout symétriques, WTC, je sais pas quoi, voilà, hop, au revoir. On préfère avoir une belle table de jeu, même quand on joue en numérique. Donc ça, c'était un petit peu pour le jeu égal, on va dire. Maintenant, on va peut-être passer dans un second temps à plus les formats bizarres, le jeu croisade, le jeu narratif, qui est du coup quelque chose qu'on fait de manière minoritaire. On en joue en fait beaucoup moins que ce qu'on a décrit, parce que les défis, toutes les règles qu'on vous a données, qui sont un peu nos règles préférées, et leur état actuel vient de toutes ces années d'événements. On n'a pas raconté tous les événements, mais c'est plus ou moins à chaque fois, on corrige, on met un petit truc, on dit « Ah, il y avait un souci, on devrait modifier ça, patati patata ». On a aussi du coup des parties plus étranges, plus narratives, et ça va être l'occasion d'en parler. Et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. On a fait un petit bilan du jeu égal et de l'état où on fait nos événements qu'on trouve les plus aboutis actuellement, qu'on vous a rapidement présenté en quelques mots. Et on va faire maintenant une rétrospective du jeu un peu plus narratif qu'on a pu faire dans nos événements. Le tout premier qu'on a vraiment participé et qui a été assez long, c'était la campagne du Bifrost, qui était une campagne organisée par mon frère, qui organise souvent des événements de figurines un peu innovants, et qui était du coup avec le mode de jeu croisade qui venait de sortir, c'était le tout début... Dans l'édition 9 de Warhammer 40 000. Voilà, c'est ça. C'est si récent que ça, c'est sorti que en 29 le croisade. C'est fou. J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Non, t'as raison. Qui était du coup, qu'est-ce que le mode de jeu croisade? C'est un mode de jeu parallèle à celui traditionnel de jeu égal, dans lequel il y a en fait incorporé une certaine surcouche de règles en plus, qui rend du coup le jeu plus lent et plus compliqué. Et qui rajoute un petit côté RPG, un petit côté de progression de vos unités et de vos personnages en particulier au fur et à mesure des parties. Exactement, un peu comme à la manière d'un jeu de rôle. Si jamais vous êtes mort, vous avez peut-être des séquelles, vos bonhommes sont blessés aux batailles suivantes, et si vous arrivez à vaincre l'adversaire, vous devenez plus courageux, plus fort, vous avez des reliques données par l'Imperium, ou vous découvrez une magie plus puissante. Donc voilà, il y a une progression, et un peu comme si vous aviez de l'équipement ou des optimisations ou des règles supplémentaires à greffer par-dessus une figurine, il y a ça, mais sur toute votre armée. Donc l'intégralité de vos figurines ont un suivi, combien de gens elles ont tués en tirant, en donnant des coups de pelle, combien de fois elles sont mortes, combien de batailles elles ont joué, et au fur et à mesure, elles vont monter de niveau, devenir de plus en plus fortes, gagner des bonus, et du coup, tous les joueurs qui participent à la campagne ont cette progression de manière simultanée, et ont du coup une armée avec certaines de leurs figurines qui sont un peu mal en point, et un peu des vétérans. Et ça met la part belle aux héros, aux personnages un petit peu uniques que vous avez créés dans vos histoires, puisque justement ce système-là ne donne pas
dans sa règle traditionnelle de progression aux grands noms qui existent déjà. Si vous jouez Abaddon, Gulliman, ou que sais-je. Eux ne peuvent pas progresser parce que c'est déjà des héros épiques. Exactement. Mais par contre... Mais si vous prenez votre sergent Marines, vous lui donnez un nom, d'un seul coup ça va être Saint-Paul, je ne sais quoi, et en fait il va avoir une histoire, une progression, et il va commencer tout petit, et à la fin il aura des capacités, des équipements et des choses uniques qui vont le rendre capable de détruire un char seul au corps à corps, ou faire des choses un peu incroyables que le jeu standard n'offre pas. Et surtout, eh bien, vous allez, au fur et à mesure de vos parties, comme il y a du suivi, vous vous souviendrez de toutes les parties que vous avez fait avant. Donc il y a un aspect certain, pas de nostalgie, mais vous avez en mémoire toutes ces parties que vous avez jouées qui culminent. Chaque partie que vous faites, ça amène à une suite logique. C'est très plaisant. Quel est le défaut principal de ce mode de jeu ? Déjà, les bonus de montée de niveau et de progression n'ont absolument rien d'équitable. Donc rapidement, il y a certaines armées ou certaines options qui sont évidemment beaucoup plus fortes que d'autres, et ça crée des genres de Superman qui détruisent tout sur leur passage, qui sont inarrêtables. Et sinon, ça fait beaucoup de suivi. Comme il faut se rappeler... Ça fait encore plus de règles, et voilà une fois qu'on a toutes ces unités qui ont chacune 4 bonus en plus de leur fiche habituelle, plus des malus, plus je sais pas quoi. Sur, je sais pas, les 5 ou 6 unités que vous jouez, ça rallonge beaucoup les parties. Ça fait du boulot juste pour se souvenir de toutes ces règles et de toutes celles de son adversaire. Si, comme beaucoup de joueurs, vous avez l'impression qu'il y a déjà tellement de choses dans Warhammer pour se souvenir les stratagèmes, les fiches techniques, patata, là, c'est si vraiment vous connaissez déjà votre armée et que vous voulez encore patauger dans encore plus de contenu incroyable, c'est fait pour vous. Je pense que c'est très sympathique pour les gens qui jouent surtout une armée et qui ont envie de vivre un petit peu pleinement cette sensation immersive d'être dans l'histoire, de voir ça. Et au début de la V9, c'était pas trop le cas, mais ils ont sorti au fur et à mesure dans les nouveaux codex qui sont sortis, et maintenant en V10 c'est présent pour toutes les armées qui ont leur codex déjà. Il y a des petites règles spécifiques de croisade avec des ressources. Si vous êtes une sœur de bataille, vous pouvez devenir une sainte, ou un martyr, des choses comme ça, ou une martyre. Si jamais vous êtes tôt, vous avez une petite gestion où effectivement vous tentez de coloniser, faire la diplomatie avec des planètes dans un système solaire qui vous donne des ressources. Si vous êtes un Space Marine, vous gagnez de l'honneur, vous pouvez avoir quelqu'un qui devient maître du chapitre, et des genres de personnages un petit peu qui ont des titres honorifiques de votre légion. Ça fait très chaos, de votre chapitre, de votre... spécifique. Donc il y a des trucs assez sympas qui en plus sont uniques par codex et qui rajoutent vraiment de l'ambiance. Mais encore une fois, ça se vaut pas. Ah oui. Et oui. Voilà, du coup, plus on a fait des événements comme ça, plus on a rajouté nous-mêmes quelques limitations pour que tout le monde n'ait pas exactement en fait les mêmes bonus de montée de niveau, parce qu'en fait c'était clairement meilleur que les autres. Notamment dans le tableau, quand vous avez un héros, une unité qui fait des trucs incroyables et qui gagne des bonus, c'est toujours marqué vous pouvez tirer au dé parmi des tableaux. Ou vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir. Et évidemment, si vous choisissez, c'est plus fort parce que vous choisissez le bonus qu'il faut, qui complémente bien avec son arme, je sais pas quoi, son rôle sur la partie, sur la table, et ça devient incroyable. Et plus vous choisissez à la main, de manière parfaite, les bonus qui vont en plus s'imbriquer les uns dans les autres, et vous créez une abomination explosive. Alors que si vous avez des bonus aléatoires, ça crée des trucs très rigolos avec des orques qui visent mieux et des taux qui se débrouillent au corps à corps, et je ne sais quel truc étrange qui d'un seul coup raconte peut-être un peu plus de choses. Bon, encore une fois, celui qui a de la chance au dé va être avantagé à celui qui n'en a pas, mais ça va se rattraper, et il y a moins cet aspect où c'est juste encore plus d'optimisation, de t'optimiser ta liste. Mais est-ce que tu as pensé à la progression en 4 étapes de chaque unité selon ton livre qui, ça faisait juste que les joueurs qui se creusaient la tête très longtemps devenaient vite plus forts que ceux qui ne le faisaient pas. Oui, donc, au final, c'était prévu pour faire du jeu narratif, mais... Oui. Mais ça a encouragé aussi un petit peu de stater tout ce qui existait. C'est le jeu dit narratif, mais il y a toute la complexité du jeu standard compétitif est là, et il y a encore plus de choix et d'options qui se mettent par-dessus. Donc c'est le paradis des joueurs optimisateurs qui veulent faire des trucs très forts. C'est un peu contradictoire, on pourrait croire que le narratif, tu fais en vitesse ta liste, tu t'amuses, ce qui compte c'est de raconter une histoire, et c'est dans cet esprit-là qu'il faut y jouer. Mais il suffit qu'il y ait une personne qui se dise « Ah mais attends, si je mets le doigt là-dedans et que je prends telle option avec tel codex, avec tel machin, en fait d'un seul coup je fais des blessures mortelles tout le temps, c'est incroyable » ou je sais pas quoi, et c'est vrai. Donc faut un petit peu limiter la casse, c'est pas simple. Pour rajouter encore plus de côté narratif dans ces campagnes et ces événements, on a fait aussi pas mal d'autres choses.
quelque chose qu'on a mis en place de manière déjà très très ancienne chez nous, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle des rapports de bataille. Oui. Et avant de faire des rapports de bataille tournés sur la chaîne, etc., on aimait bien déjà écrire tout simplement des petits textes pour raconter nos parties. C'est vrai. Et dans à peu près tous nos événements, même dans les tournois qu'on a présentés avant le jeu égal, on encourage souvent les joueurs à raconter un peu leur partie en se mettant un peu dans la peau de leur armée, de leur figurine. Pour raconter de manière plus que juste, et là j'ai fait un double 6 et j'ai tout explosé, et là le char a explosé, c'était grandiose, et voilà, on essaye un petit peu de romancer en fait, plus que juste faire un rapport de jeu où quelqu'un le lirait et il s'est passé ça dans la partie, on camoufle tout ça, on prend quelques bouts de la partie et après coup on l'enrobe d'une histoire qui aurait eu lieu, où ça se serait passé. Un peu à la manière au final du petit texte qu'on dit au début de chacune de nos batailles filmées sur la chaîne de Farameur, il y a toujours une introduction qui met un peu en goût, qui met dans l'ambiance, qui nous immerge de ce qu'on joue, il y a eu une incidence, ça a fait ça dans l'univers, on fait ça mais rétroactivement, on l'invente après coup, d'abord on fait une bataille avec quelqu'un, avec un ami à nous, et après on se dit il y avait tel truc qui était génial, on va inventer qu'en fait t'étais sur la planète pour telle raison et qu'il s'est passé ça, et le moment où t'as fait que des 1 ou des, on va dire que c'est une malédiction d'un dieu alors qu'il n'y avait pas de mécanique de jeu, c'est purement imaginé par le joueur après coup, mais on a toujours aimé faire ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on encourage. Ça fait partie du hobby, au même titre que la peinture, le jeu. D'ailleurs, on encourage aussi souvent la peinture dans nos événements. Oui. En mettant des petits hauts faits, en mettant, quand il y a un système de campagne avec des gagnants, on donne des points ou des choses comme ça. On donne du score à ceux qui peignent, etc. C'était le cas dans cette campagne Bifrost qui était très sympathique. Donc Arthur avait mis en place à l'époque. Ce qu'il avait fait d'original déjà, c'est que les joueurs ne gagnaient pas seuls. Ils étaient tous en binôme en fait. On se mettait d'accord avec un autre joueur à l'inscription à l'événement en disant je viens avec un tel, Bob, Amélie, machin. Et la seule condition, c'était qu'il fallait qu'ils aient une faction commune. Donc si on était tous les deux orcs, ça passait, mais si on était tous les deux Imperium, ça marchait aussi. Toujours, on reconnaît, on aime bien cet amour un peu des factions, c'est quelque chose que nous, dans nos événements jeu égal ou narratif, on aime bien caser à un moment ou à un autre, et qu'on va sans doute refaire. Et du coup, c'était sympa, il y avait toutes sortes de factions, mais du coup, il y avait quand même des groupes de factions qui pouvaient s'affronter. Typiquement, il y avait plusieurs groupes Imperium et plusieurs groupes Chaos qui se sont tirés dans les pattes parce que ils n'étaient pas le même binôme durant la campagne. Et à chaque fois qu'on gagnait des parties, on gagnait du score pour notre binôme qui était mis en commun. Chaque fois qu'on jouait d'ailleurs une partie, si on perdait, on en gagnait un petit peu. Si on faisait une égalité, on en gagnait encore un peu plus. Si on gagnait, on en gagnait beaucoup. Ce qu'Arthur avait fait qui était sympa, c'était que si on jouait des petites parties de format en 500 points, on gagnait un peu de score. Mais si on jouait en 1000 ou en 2000, on en gagnait un peu plus, comme les parties étaient plus longues et que ça représentait dans l'univers une bataille qui avait un impact plus grand. Et il avait aussi fait que quand on écrivait des rapports de bataille, en gros on écrivait des textes après coup, selon le nombre de mots qui étaient faits, ça rajoutait un petit peu de score, beaucoup moins que si on jouait une partie. Mais mis bout à bout, ça encourageait les gens à écrire systématiquement quelque chose, c'était sympa. Et il avait fait pareil pour la peinture, il y avait une formule mathématique compliquée, mais qui faisait que selon le nombre de points d'armée de ce que vous peignez, ça se mettait aussi dans le groupe du binôme. Et du coup, c'était très rigolo parce qu'on avait des binômes de joueurs plutôt compétitifs tournois, qui avaient toute leur armée même pas peinte, qui jouaient en ligne tout le temps, blablabla, les uns contre les autres. Et on avait des binômes qui s'en sortaient très bien, qui étaient des joueurs plus de l'autre côté du hobby, qui aimaient bien raconter plein d'histoires. Ils perdaient presque tout le temps, mais ils racontaient un roman génial sur le sujet, et qui eux peignaient tout le temps. D'ailleurs, l'équipe qui a gagné, c'était une équipe, un duo d'orques, oui. Avec une personne qui jouait beaucoup, ouais. et une personne qui peignait beaucoup, et écrivait beaucoup aussi. Ouais, tout à fait. C'était très très fun. C'était Caroline et Basile qui ont gagné. C'était fun, ma grande sœur et un de mes neveux. À la fin de la campagne Bifrost, en récompense sympathique qui avait été fait, je me souviens qu'Arthur avait payé de sa poche, il avait acheté les services d'un artiste professionnel pour faire une illustration qui représentait les seigneurs de guerre du binôme. Donc on doit avoir quelque part une image où on voit les deux champions orques ensemble. Je l'afficherai un peu pour la voir. Fort de cette expérience, après on a lancé un autre événement un peu similaire, avec une structure assez similaire qu'on a aussi appelé, narrative. En narratif, qu'on a appelé la campagne d'Oculia 13, qu'on a mis en place cette fois-ci, Georges, moi-même et un de nos amis, JB, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Tout à fait, avec le joueur Votan. Le joueur Votan de la chaîne dédiée. Là, on a été encore un petit peu plus loin parce qu'on a voulu rajouter vraiment le côté scénarisé,
du fait qu'on soit 3 pour le préparer, on a essayé d'être un petit peu les maîtres du jeu de la campagne. Tout à fait. Et on avait prévu déjà une petite trame narrative. Tout le monde arrive sur une planète parce qu'on a entendu un signal psychique. Ouais. Exactement. Parce qu'on a enregistré un signal psychique mystérieux qui venait de là, etc. Tout à fait. Toutes les équipes devaient écrire un petit texte pour dire qu'est-ce qu'ils venaient faire et qu'est-ce qu'ils espéraient de ce signal psychique, en gros. Ouais. Et on avait préparé que voilà, il y avait, je crois, 6 petits chapitres, avec chacun d'une durée de 2 semaines. Et à chaque fois, ça allait se passer sur un autre bout de la planète où on avait déjà romancé un peu le fait que les gens se rapprochent de la source du signal psychique et qu'il allait se passer quelque chose. Avec une petite enquête qui expliquait que les gens maintenant comprenaient d'où ça venait, que le combat était déporté à un autre endroit de la planète pour telle ou telle raison, parce que voilà, il y avait de la lave qui montait, donc il fallait qu'on aille en hauteur, puis on trouvait des galeries, donc on allait dedans, parce qu'en fait le signal qui émettait de la planète, en réalité il était à l'intérieur de la planète, et voilà, et les galeries s'étaient effondrées parce que il y avait des mineurs et machin, et, on avait inventé une petite histoire que les joueurs ne connaissaient pas, et eux ils se sont retrouvés à chaque du coup petit chapitre à bouger d'endroit. Donc à chaque chapitre il y avait des cartes pour jouer avec des décors un petit peu différents. Des terrains à thème qui représentaient ça et qui n'avaient rien du tout de jeu égal. Quand on était dans les galeries, on jouait vraiment dans des galeries, donc il n'y avait aucune ligne de vue pour tirer et ainsi de suite. On avait d'ailleurs rajouté plein de de surcouches de règles qui se jouaient par-dessus le jeu, par exemple. Par exemple, dans les galeries, on ne pouvait pas faire de tir indirect, de tir de mortier, voilà, par exemple. Tout à fait. Il y avait un joueur garde impérial que ça a bien embêté. ouais. Mais on avait fait exprès qu'à chaque chapitre, ça avantage plus ou moins un style de jeu différent. Il y en avait qui étaient plus tir, plus corps à corps, psychique, machin, mobile ou pas. Du coup, il y a eu, même les joueurs qui été pris en porte-à-faux à un moment donné, ils ont brillé à un autre moment de l'histoire qui était logique narrativement. Bien sûr que s'il y a un combat de plaine où il y a eu des combats dans un désert à un moment donné, bien évidemment, et là, le joueur Astra Militarum avec de l'artillerie partout, il s'est fait plaisir sur le pauvre joueur orc qui courait dans le désert à se faire abattre. Oui, il y avait des sables mouvants et tout, c'est vrai. Enfin voilà, ça c'était sympa. Et à la fin de chaque chapitre, on regardait quel était le binôme, la faction qui avait dominé pendant ces 2 semaines. Tout à fait. Et on écrivait, nous en tant que maître du jeu, un petit texte qui racontait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce chapitre, pourquoi est-ce que les orques ont gagné et quelle incidence ça a eu sur le destin le monde global de la planète. Oui, après on s'est enregistré en train de raconter ce texte, etc. On l'a narré avec une petite voix, on a mis un fond sonore, si ça se passait dans le désert, on entendait le sable. Peut-être on va vous mettre un petit extrait d'un des chapitres. Ouais, je peux essayer de retrouver. C'était long, parce qu'à chaque fois on parlait de chaque binôme. Et on parlait de chaque binôme dans l'ordre, en donnant du coup... par ceux qui étaient les moins bien classés, donc ceux où leur héros s'était fait manger par un ver de sable, ils avaient peu joué, pas beaucoup peint, en plus ils avaient perdu, patati patata, eux, ça décrivait à quel point leur équipement était vétuste, qu'ils s'étaient perdus dans le désert, que ça s'était très mal passé, et on trouvait des excuses un peu narratives pour que les joueurs Eldar là ils ont bien joué, ils ont beaucoup gagné, et eux d'un seul coup, le sable ne les ralentissait pas, ils couraient très très vite, ils avaient une carte des lieux ancestrales, ils sont passés par la bouée, enfin on pouvait à chaque fois, comme on avait un peu de temps de préparation d'un chapitre à l'autre, et qu'on était 3 personnes aussi, on pouvait essayer de piocher dans le lore des explications qui étaient crédibles de pourquoi est-ce que les joueurs étaient en train de gagner, et c'était très très plaisant, et je pense que ça a encouragé aussi les joueurs, parce que comme c'était sur une longue plage de temps, là nos événements, nous souvent on les joue en quelques jours, et le week-end, alors que là ça a duré, plusieurs mois, il y avait forcément des gens qui étaient plus ou moins dispo à d'autres moments de l'année pour jouer, et qui ont eu quand même leur moment de gloire avec un MP3 qui raconte comment est-ce qu'ils s'en sont très bien, comment ils ont sauvé les civils à telle partie de la planète, leur verre est contre tout, enfin c'était cool. Ça nous a pris beaucoup de temps, c'était sympa, on avait inventé d'ailleurs des petits visuels pour chaque chapitre aussi, pour expliquer qu'est-ce qu'on faisait là et les petites règles qui modifiaient le jeu. Donc ça c'était très très chouette, on a fait beaucoup de jolis terrains sur Tabletop Simulator pour que les gens puissent jouer en ligne, ils pouvaient aussi jouer en vrai s'ils voulaient. Nous typiquement on se faisait régulièrement jouer en vrai parce qu'on était ensemble, même si à l'époque on était aux États-Unis, donc on pouvait que jouer entre nous ou alors en ligne avec nos amis. Mais ça c'était très très sympa. Bon, c'était une préparation dingue, on faisait à peu près que ça, en plus j'arbitrais des jeux, il y avait plusieurs personnes dans la campagne qui avaient jamais joué aux figurines avant ou jamais dans l'édition, donc en plus je faisais coach de A à Z de toutes leurs parties, pour leur expliquer toutes leurs règles,
plus toute la surcouche de croisade, et ainsi de suite. C'était juste avant la naissance de notre premier enfant. Voilà, on savait qu'ensuite on serait moins libre, donc on a fait notre projet, je pense, le plus ambitieux. Le plus ambitieux de figurines. Je faisais ça jour et nuit à ce moment-là, mais c'était très très agréable, on en a un excellent souvenir. Donc voilà, ça c'était le gros bout un peu Oculia qui s'est fait du coup fin V9, milieu fin V9. Et depuis, on a fait encore de la croisade, mais souvent par petites touches ou par des événements un peu plus modestes, que ce soit par leur durée ou par le travail mis en amont. Voilà, c'était pas un truc aussi tentaculaire avec vraiment une grande campagne où on fait des musiques, on fait des visuels, on fait des cartes. Parce qu'il y avait une dizaine d'heures de préparation toutes les 2 semaines à caser. Là, on a fait des choses qui ressemblaient plus à des événements avec des règles narratives. C'est Arthur qui les a préparés pour la plupart. Notamment, il a organisé, qui était vraiment vraiment chouette, tout début V10, quand la V10 est sortie. Donc, on avait joué, nous, qu'une ou 2 parties avec les règles qui étaient données sur Warhammer Community, parce que les livres n'étaient même pas encore achetables, et il n'y avait pas les règles gratuites en ligne ni rien. Et il a organisé ça que en vrai, que en présentiel chez lui. Un gros week-end chez lui. Un gros week-end avec plein de parties. Gens invités, des gens qui dormaient dans toutes les pièces. Et toutes les 3 heures, toutes les 3-4 heures, il y avait une autre partie, donc il y avait un rythme assez fou. Et c'était la première fois qu'on faisait vraiment un gros événement en vrai. Entre autres, nous, on était revenus de Boston, donc ça avait encouragé le truc. Et là, on a nos amis, y compris ceux qui étaient de l'étranger, qui sont venus, quoi. Les Luxembourg et tout, Cake Boys, Simon Simevois et compagnie, qui ont fait la folie de se déplacer et de dormir sur place comme ils pouvaient, alors qu'en plus ils étaient malades et tout, je sais pas quoi, ils s'étaient à moitié cassé la jambe, ils étaient venus quand même en voiture, enfin, des gens motivés, et plusieurs personnes à qui on jouait depuis longtemps, qu'on avait très peu vu, voire jamais vu en vrai. C'est la première fois qu'on a vu Emmerich faire des figurines, alors que ça faisait des années qu'on jouait avec lui, donc rien que pour ça, il y a le souvenir humain qui était vraiment beau. Et ce vieux fou d'Arthur, il avait prévu, lui il est amoureux des décors. Et une belle partie des décors qu'on utilise sur la chaîne, c'est lui qui les a imprimés en 3D, qui sont vraiment très très beaux. Et il avait fait en surprise 3 gigantesques tables prévues pour dimension 2000 points, avec des décors, mais tous hauts de 3 à 4 étages, immenses. La table, il y a des décors partout, c'est impossible de circuler avec un char. Il y avait tout un monde nécropole Nécron gigantesque, avec tapis à thème Nécron, puis objectif à thème Nécron, magnifique. Il y avait un spatioport impérial, avec des plateformes pour poser des vaisseaux immenses, avec des ruines, avec des cathédrales. Quand les gens dormaient pas, il y avait des tables de figurines dans toutes les pièces. Voilà, c'est ça. Et le 3e, c'était un monde Mechanicus, avec des silos vraiment très très grands, avec des étages plats si immenses qu'on pouvait y mettre des unités et des chars entiers qui avançaient en escalier sur des hauteurs. C'était compliqué parce que même avec tout un round de mouvement, on pouvait pas être en haut d'un étage tellement ils étaient immenses, donc on a dû inventer des règles d'escalier et de machin parfois pour essayer d'expliquer que oui, si c'est bon, ils montent en haut du balcon et tout. Mais voilà, des trucs visuellement très très impressionnants. Il n'avait pas eu le temps de tout peindre, mais ils étaient magnifiques. Et qui a gagné cette campagne? C'est notre ami Wotan, JB, qui a gagné. C'est JB. Grâce au fait qu'il a écrit beaucoup de choses. C'est ça, il a beaucoup de rapports de bataille. Il a joué toutes les parties et il a écrit des choses absolument géniales et souvent très rigolos qui décrivaient à chaque fois ses défaites. Parce que la plupart du temps, on dit que c'est le perdant qui a le droit de faire un rapport de bataille et il doit écrire à la gloire de la personne qui l'a vaincu. Et du coup, on a un récit absolument génial des Wotan qui vont de mal en pis. C'est les Misérables version Wotan qui dégringolent la planète de moins en moins en bon état pour finalement s'enfuir, qui était absolument génial. Et grâce à ça, il a réussi à remporter le tournoi. La petite coupe du jeu narratif. Voilà. C'est ça, la petite coupe du jeu narratif. On essaiera de trouver une image. Là, on l'a pas chez nous, bien sûr. Il l'a dans son bureau, mais on essaiera de mettre incrusté comme d'habitude une petite photo. Donc ça, c'était pour le début Croisade V10. Je me souviens plus si ça avait un nom précis cet événement. Je suis pas sûre. Mais c'était très très fun parce que c'était que en vrai et qu'il nous a époustouflé par la surprise de ces tables. Et pareil, il avait inventé des règles de spatioport et d'usine et de machin. Ça n'avait rien du tout du jeu égal en termes de jouabilité, mais c'était sympa. Et enfin, en dernier événement un peu narratif, un peu étrange,
c'est quelque chose qui a suivi un défi de jeu égal que nous on a fait. On avait un nouveau joueur qui s'est mis aux figurines dedans, qui a joué Genestealer Cult, et dans ses rapports de bataille, il avait écrit que ces cultistes qui vénéraient un Genestealer essayaient de protéger le patriarche. Il lui avait donné un nom, le Pater Major, va bientôt arriver, la planète, machin, il faut accueillir les guerriers stellaires, je ne sais quoi. Et juste, les gens ont tellement aimé ces textes à lui, qui étaient bien inspirés et avec une belle plume, enfin bien rédigés, qu'il a eu un peu la carte du favori de « t'as perdu, mais c'était trop bien, t'as bien raconté, c'était génial ». Et juste ça a inspiré du coup Arthur qui, je crois 2 semaines après l'événement de jeu égal, a dit « moi j'invente un événement de jeu narratif ». Le défi du Pater Major. Le défi du Pater Major. Et le principe, c'est qu'il y a forcément les joueurs qui sont soit Imperium, soit Tyrannide. Et Imperium, mais que défense planétaire. Donc il n'y avait pas de Space Marines et tout ça. Il y avait juste quasiment de la garde impériale et des trucs un peu pecno et de l'Astra Militaro et du Mechanicus et des trucs du genre qui étaient en faction sur place. Et du coup, ça représentait une invasion Genestealer qui essaye de résister à l'Imperium qui s'est rendu compte qu'elle était présente et qui veut purger le truc avant qu'il ne soit trop tard. Et c'était un événement assez fou où on a fait du 3 joueurs versus 4 joueurs, ouais. Où les points n'étaient pas égalisés. Et où les joueurs avaient des missions avant l'événement ah oui, Arthur adore à faire faire ça. Pour gagner des bonus, typiquement des montées de niveau de croisade ouais, sur des leur montées personnage. de niveau de croisade. Les gens choisissaient pas leur QG d'ailleurs, ils le tiraient au dé dans leur codex. On tirait au hasard notre personnage principal et tout. C'était assez improbable, mais c'était très fun. C'était qu'une seule partie, il faut dire. Tout l'événement, lui, c'était un seul match. En même temps, à 7 joueurs, ça a pris je sais plus combien d'heures. Donc évidemment qu'on n'a pas fait 15 parties. Mais c'était mémorable de faire une partie à 7 joueurs sur la même table, c'était assez fou. Et ouais, il y avait bien sûr plein de règles rigolotes. Arthur aime beaucoup faire des quêtes, un petit peu sur beaucoup des événements narratifs, qui a fait même le précédent de début V10. C'est là-dessus qu'il proposait aux joueurs, le joueur pouvait s'inscrire en disant « j'ai un peu de temps libre, je veux faire une quête dans telle catégorie ». Il y avait peinture, sculpture, jeux vidéo et je sais pas trop quoi. Et là, Arthur improvisait en organisateur de dire « bon si tu arrives à faire tel jeu de la licence Warhammer 40 000 dans telle difficulté en seulement 3 jours ou je sais pas quoi, et bien alors... voilà, ton personnage aura une figurine de plus, tu auras une unité de gobelins parce que tu joues orc qui sera déjà posé sur un pion objectif au milieu de la table. Enfin, des gros bonus de jeu qui sont sympas, mais du coup ça a encouragé tout le monde à un peu s'investir, à se projeter dans ce projet-là, à faire des choses un peu surprenantes. C'est notamment ça qui m'a fait faire la bannière que j'avais montrée de Chaos Space Marines, un petit freehand, des trucs comme ça. Et ouais, il y avait des trucs rigolos, c'était très très sympa. Donc ça du coup c'est pour le jeu narratif. À chaque fois on vous fait un petit aperçu, on n'a pas le temps de décrire en détail tout ce qui s'est passé, mais ça vous donne le goût, ça vous montre un peu qu'on fait des choses très différentes d'une fois à l'autre. Et c'est agréable de ne pas jouer tout le temps la même chose, on vous encourage. Le plus dur c'est d'avoir des amis qui sont dans le même délire que vous. Soit il faut qu'il y ait un joueur organisateur qui... les gens soient d'accord de respecter, voilà, il porte les choses, c'est lui qui organise, donc il y a beaucoup de travail, peut-être ça se passe chez lui, peut-être c'est lui qui offre la récompense, enfin ça fait beaucoup, mais il va amener de la narration qui lui est propre, ou des règles qui va contraindre les gens dans soit la construction de liste, soit l'histoire, soit le terrain, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez bidouiller pour faire des parties mémorables. Soit alors c'est quelque chose qui est un peu partagé, c'est beaucoup plus dur parce que les gens n'ont jamais exactement les mêmes idées, mais vous pouvez, si vous êtes 2 ou 3, vous mettre d'accord, ou même faire des votes si vous êtes 5-6 joueurs et vous hésitez, est-ce qu'on joue avec les règles de croisade ou pas, combien de parties on joue, voilà, vous pouvez, ça fait pas de mal, sinon si vous y arrivez à faire une discussion de 3-4 heures avec vos amis pour trouver un truc qui plaît à tout le monde, ce qui marche le mieux souvent c'est juste de porter un projet soi-même ou à 2, et de dire, voilà, surprise, on vous a préparé quelque chose, on vous invite dans notre restaurant, venez goûter si vous aimez ou pas, et ça va inspirer les autres gens qui vont dire, ce plat-là j'aimais bien, tel type de truc c'était cool, la prochaine fois... Oui, on a progressé quelque part au fur et à mesure qu'on a organisé des événements. Maintenant, on a certaines idées qu'on sait, qu'on aime bien, qu'on reprend régulièrement et qu'on améliore au fur et à mesure. Comme ça. Il y en a certaines qui avaient l'air géniales, mais on les a testées, c'était pas drôle. Ou alors ça plaisait énormément à certains joueurs, mais pas à tout le monde. Donc il faut s'adapter à la manière dont vous vous amusez avec votre groupe de joueurs réguliers. Et on vous encourage à le faire avec des gens que vous connaissez bien. Ça marcherait pas trop si c'est pour jouer avec un étranger. Genre il a aucune idée de quelle narration lui plaît, et sur un truc qui suit comme de la croisade, tout l'intérêt c'est que les armées elles se re-rencontrent, qu'elles progressent, qu'il y ait suffisamment de joueurs pour que ça tourne. La croisade où c'est tout le temps une même armée contre une même armée, ce serait bizarre. Oui. Et voilà, si juste vous croisez quelqu'un une fois, il vous revoit plus jamais,
la progression elle n'est pas trop là non plus. Donc ça marche bien si vous avez des joueurs qui jouent à peu près autant les uns que les autres, et allez, au moins 4 personnes. Là voilà, si vous avez au moins un petit groupe de 4 joueurs pseudo réguliers, pas réguliers, je veux dire, juste vous jouez aussi souvent les uns que les autres, hein, si ça se trouve, vous jouez tous qu'une partie tous les 3 mois, mais vous êtes facilement dispo pour les jouer un peu en même temps, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de faire comme nous on faisait à un moment donné 12 parties par chapitre. Semaine, je sais pas quoi, oui. Ouais, je crois qu'on était à plus d'une partie par jour pendant 2 mois ou je sais pas quoi, c'est un peu calmé, mais voilà. Ça, c'est pour la croisade. On va peut-être s'arrêter là. Oui, c'est bientôt l'heure d'aller chercher notre grand à l'école. C'était plaisant de faire cette petite vidéo et j'espère que j'arriverai dans nos archives à retrouver quelques visuels que je pourrais vous mettre. Peut-être même que je mettrai en description de cette vidéo des liens vers des images ou quelque chose sur un album Imgur ou quelque chose pour que vous puissiez écouter les musiques ou voir un peu des PDF de ce qu'on a fait pour vous en inspirer ou simplement partager le plaisir avec nous. On serait content d'avoir aussi vos retours et que vous nous disiez en commentaire si vous aussi vous avez fait ce genre d'événements, de tournois, de campagnes, etc. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites d'original chez vous et qui vous a laissé de très bons souvenirs? Il n'est pas exclu que nous-mêmes, sur la chaîne, on amène un jour quelque chose qu'on propose, une manière de jouer différente, ou un événement où pendant quelques temps, vous pouvez jouer pour essayer de faire gagner les orques dans la galaxie face à l'Imperium, ou que sais-je, on inventera peut-être des trucs un peu comme ça. Pour le moment, là, on n'a pas trop le temps, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Et si jamais, par exemple, vous nous dites lequel des événements on a décrit vous a le plus inspiré, vous vous êtes dit oh, « Waouh, c'est trop bien, j'aurais vraiment voulu faire quelque chose comme ça », et ben voilà, peut-être qu'un jour, on proposera soit quelque chose de très simple, accessible à tout le monde, soit, que sais-je, si on fait vraiment quelque chose avec beaucoup de travail, du suivi, peut-être que ce sera peut-être quelque chose. Si jamais il faut qu'on écrive des PDF et qu'il y a un système de score, on vous envoie des images et tout, on ne peut pas faire ça pour des centaines de personnes. Donc peut-être qu'on fera une sélection avec un tirage ou des tipeurs. Je ne sais pas encore exactement. Pour le moment, on garde tout ce contenu un peu sympa à nos proches, mais c'est pas exclu qu'on en donne un petit bout qui nous fait plaisir à la communauté, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et bien sûr, nous, on va continuer de faire des rapports de bataille, 500 points, jeu égal, qui nous plaît tant. Sur ce, si la vidéo vous a plu, on vous a déjà parlé des commentaires, mais n'hésitez pas aussi à la liker et à la partager. Tout à fait. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez rejoindre nos tipeurs. Qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura une contrepartie dans la participation d'un événement. C'est vrai que pour l'instant, c'est 100% gracieux. Et merci d'ailleurs à nos tipeurs qui nous ont suivis et qui nous soutiennent sans qu'on leur offre quoi que ce soit d'autre que petite dédicace à la fin de nos vidéos. D'ailleurs, c'est l'heure des dédicaces. Et oui, on va remercier en catégorie QG, la plus haute, Scriptus, qui nous a rejoint récemment et qui nous a justement écrit qu'il aimerait bien faire des événements ou en tout cas une petite bataille narrative, factionnaire, on ne sait pas trop. En catégorie soutien, merci à Jean-Louis Payan, Mamie et Dimitri Luance. Tout à fait, merci à vous. En catégorie élite, merci à Clara. Et en catégorie troupe, merci à Wark. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Farameur. Et n'hésitez pas à vous dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Salut tout le monde! Salut!